We are called second generation Yes. to the Holocaust because we were not there. I was not there. Yeah. Through my parents, I have some of the complex also. It's called the second generation complex. Psychologists know this problem. The second generation also has some problems. When you starved, when you almost starved to death, and when you almost killed, and when most of your family is killed, you can't be completely normal. It goes to your children too. J'ai l'impression que, enfin, c'était très difficile à cerner et j'ai jamais eu de complicité avec lui, jamais. Je ne suis pas vraiment persuadé que mon père, j'ai réellement connu, si vous voulez. Donc, en fait, il n'y avait pas tellement de communication. Du tout, non. Alors, c'était pas Dr Jekyll et Mr Hyde, ce serait lui faire injure. Vos rapports avec votre père n'ont pas été satisfaisants. Ah bah il était très distant, il n'avait pas le temps. Qu'est-ce qu'il avait connu de moi? Rien. J'étais pas son enfant, j'étais un accident. Mon père à la maison, il ne parlait pas. Mon père n'a jamais invité personne chez nous, personne ne venait. J'étais tout seul et mon père ne me parlait pas de ce qui se passait. Mon père n'allait à l'enterrement de personne. Ça lui prenait la tête. Ma maman lui disait toujours, écoute, de toute façon, le jour où tu vas décéder, il n'y aura personne à l'enterrement. Et donc justement, l'avant-veille de son enterrement, le chef de musique, M. Zemp, il vient chez nous, parce qu'il faisait partie d'un orchestre philharmonique, à côté de son métier d'ouvrier. Hein. Il dit à mon épouse, écoutez Charlotte, j'aimerais bien rendre hommage à votre époux et puis faire en sorte qu'il y ait eu de la musique pour l'accompagner dans sa dernière demeure. À Belfort, à l'église Saint-Joseph, il y a au moins 400 places. J'ai été sidéré parce que le jour de l'enterrement de mon père, l'église était pleine à craquer. Je vous jure. Donc il y a un personnage hallucinant. que vous ne connaissez pas du tout. Non. Et oui, ça, je vous dis, vous voyez, j'ai dit, c'est là que... Et ma maman était sidérée aussi. Et la petite amie de Guy Moquet lors d'une cérémonie à Paris. J'ai donc rencontré sa petite fiancée à Guy Moquet, qui m'a parlé de mon père, qu'il était très bon orateur, qu'il convainquait. Mais c'est vrai, parce qu'à la Libération, quand il est devenu le maire de Joinville-le-Pont, il galvanisait une usine entière autour de ses paroles, avec ses souvenirs. J'en ai été privée, vraiment privée. Hein. Oui. Donc, avant, après aussi ou pas? Ou vous étiez plutôt dans un rapport admiratif avec lui ou est-ce qu'il j'ai eu très peu eu le temps de l'admirer. Mon père, les armes à la main, il a délogé le collaborateur de la mairie de Joinville et on l'a proclamé maire. Et moi, d'un seul coup, j'ai un père, maire de Joinville-le-Pont. J'étais quelqu'un d'autre. Oui. J'étais sa fille, forcément. C'était le soleil pour moi. Mm-hmm. Mais mon père a dit, elle est dans un état de santé trop mauvais, on va l'envoyer en colonie. Mais c'était une colonie, on réunissait tous les enfants de patriotes, de fusillés, etc. C'était pas un lieu agréable. J'étais un peu délinquante, déphasée. Ma mère s'est très vite arrangée pour me mettre loin d'elle. Je suis de nouveau retournée dans des écoles où j'ai été mise à la porte parce que j'étais complètement... Dans la cour de récréation au collège moderne de jeunes filles en 1953, quand Staline meurt et qu'elle me dit, la copine en face de moi, qu'il y avait des camps de déportation sous Staline, je lui ai fichu mon poing dans la figure à tel point qu'elle en est tombée dans le coma. Ah oui, j'ai été immédiatement renvoyée du collège. Une fois, je me suis mise en travers de la route pour empêcher les voitures de passer. Je me suis allongée, je me suis fait renvoyer de l'école. Une autre fois,
J'ai balancé mon sac du haut d'une tour. J'ai encore passé des conseils de discipline. Enfin, j'étais impossible. Impossible. J'avais un fond de révolte en moi que je ne pouvais pas expliquer, disséquer. Pendant longtemps, j'étais allée voir mon père à Châteaubriand, où il était interné avec Guy Moquet. Et chaque fois que je faisais un cauchemar, par la suite, il y avait la porte du baraquement de ce camp qui s'ouvrait. Je savais que ça allait être un cauchemar parce que c'était la porte du camp qui s'ouvrait. C'était un cauchemar à chaque fois. La porte s'ouvrait et je savais que derrière, ça allait me faire mal. Je crois que ça a commencé à démarrer quand j'étais en colonie à Cormont. Une espèce de colonie de vacances en 45-46. Comme j'étais intenable, mon père m'avait flanqué là. Là, la peur, elle s'est transmise à moi. Hein. Ben, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à la libération, j'étais quand même un peu déstabilisée. Hein. J'ai mis longtemps. And they were very afraid about us. They were worried about us, that nothing will happen to us. They were very worried about us to do maybe things that is risky, you know, like children want to go on trips and do sports, sometimes a bit risky sports and things like that. And they were always like... Frightened and... Yes, worried, yes. And that made you feel the same complex, you said? Not the same. It can't be the same, Okay. but it's a different complex. Yes. And in my turn, I also give it to my children. Every generation, it's a little bit less. They lost enough. They lost everything. They lost their home, the things that you collect during your life. You know, memories, just pictures, very little pictures they managed to bring with them. We had to live. You know, we couldn't think about it all the time. So we find ways not to think about it, to live normally. Normally. Mais est-ce que vous avez eu l'impression un jour que votre père était vraiment sorti du camp dans sa tête? Oui, là, il n'est jamais sorti. Si vous connaissez un peu l'Alsace, il y a, on va dire, de votre côté, il y a la France, il y a Neubrisac qui est là, il y a le Rhin, il y a Vieux-Brisac de l'autre côté. Il y a un pont à traverser. Mon père n'a jamais voulu y mettre les pieds. Il a tellement été cassé par la guerre. Et je me dis, ton père, c'était peut-être quelqu'un, enfin c'est même sûr, il était désespéré. Est-ce que ton père était anxieux? La plupart des gens qu'on a connus dans notre village disaient qu'il y a une anxiété des parents. Mais écoutez, on l'entendait toutes les nuits. Il criait la nuit. Ah, Mon père, toute sa vie, a crié la nuit. C'est un traumatisme à vie. Et ça te faisait quoi, à toi, de l'entendre crier la nuit? On s'est habitué. On s'est habitué. Pourquoi tu cries? Je veux pas vous raconter ce que j'ai passé, puis c'est tout. Moi, ça t'intéresse? C'est un tableau qui fait pas partie des camps. Il fait exactement partie de ce que vous parlez, vous, des camps qui existent jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est les étoiles. Les étoiles. Et nous, en Israël, on vit et on vivra pour toujours sous l'ombre de ces étoiles. Et ma maman, comme elle était orpheline de père et de mère, elle me surprotégeait. Je pense que son angoisse était telle que lui aussi devait avoir peur de vous voir partir à cause de tout ce qu'il avait vécu. Oui, oui, oui. Et qu'il déléguait un peu sur votre mère. Et que peut-être elle-même faisait inconsciemment ce que voulait son mari. Lui avait vécu l'enfermement, mais finalement il a reproduit une situation d'enfermement par angoisse et peut-être pour plein d'autres raisons aussi. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'avec le destin qu'a eu mon père et le destin qu'a eu ma mère, qui a été élevée par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 13 ans, donc sa grand-mère qui lui disait « Ma petite, le jour où je vais mourir, tu vas être toute seule. » Donc vous voyez, ma mère, dans l'état d'esprit où elle était, donc je ne peux pas leur en vouloir. Il était son pipé d'entrée, quoi. Et par un destin tragique. Un autre, dégât collatéral qui n'est pas neutre, c'est que mon père, avec ce passé qu'il a eu, n'avait pas d'ambition ni pour moi, ni pour ma mère. Moi, en droit, je cartonnais. J'ai dit, papa, je voudrais faire des études de droit à Strasbourg. Il m'a dit, non, t'arrêtes au bac. Et pour me prouver que j'étais quand même capable de faire quelque chose, j'ai passé une licence à 40 ans. Vous voyez. Donc ça, ce sont les conséquences
Et ma maman n'a jamais travaillé. Mon père ne voulait pas qu'elle travaille. J'ai eu un premier prix de peinture au niveau de la ville de Belfort. J'avais 11 ans, en 6e. Mon père, ça ne l'a pas interpellé. Et ça, c'est toujours là. C'est drôle. Alors, Ça, j'ai- mais toujours c'est- là. c'est- Et tout ce que vous avez fait, en fait, il y a toujours Ouais. cette femme, comme si vous aviez fait tout dans l'urgence, en fait, et bien, en plus. Puis un Donc, manque de avait conscience, pas- un manque de voilà, conscience un de ce manque qu'on, de conscience. un manque de conscience de ce qu'on vaut. Alors, j'ai parce que Voilà. très honnêtement, j'ai pas d'avis sur moi. Ce qui est important, c'est que toute ma vie, j'ai pas eu conscience de ce que je pouvais faire. Voilà. Et je m'en suis pas rendu compte. En Israël, donc les gens de notre génération ont senti véritablement l'angoisse de leurs parents Ah qui oui. avaient vécu ce trauma. Ah oui, Et oui. donc ils disaient, finalement, on ne pouvait pas faire un pas sans angoisser nos parents, quelque Oui, oui, part. oui, oui. Et Oui, oui. c'est intéressant parce que vous l'avez retranscrit comme je ne suis pas capable de faire quelque chose, alors qu'en fait c'était juste probablement une angoisse des parents par Oui, rapport à leurs oui. enfants Oui. qui en fait ne veulent pas les laisser un peu contrôler les choses. Et donc l'enfant le perçoit véritablement comme je suis capable de rien faire parce Ouais. que voilà, alors que c'est Cette situation a fait que je ne me rends pas compte de ce que je sais faire. de ce que vous savez faire. One consequence of the trauma of his father, for her, it's ADD. Do you know this problem? Problem of concentration. A lot of people of their generation have the ADD problem. Yes, I know it's very widespread now in schools, and many children take medicine against it. Yes. In my generation, no one knew about this problem. Yeah, If that's someone didn't learn very well at school, they say he's lazy. No one thought that maybe they have a problem. Oh yes, yes. But nowadays they are understood. being diagnosed and being treated. What's the name of this famous medicine they take for ADD? The To third make generation. the child Calm more down. relaxed, yes. Maybe a feel of the anxiety that went from the fathers Ah. to the sound, and this Could be. is cultural, maybe anxiety that now they don't know where it comes from, but maybe, and that's why talking about the past It can be. can be important, because if the children don't know why they're anxious, it will keep going. They'll keep anxious. If they understand why they feel that anxiety, they can't focus. Normally, if they understand where it comes from, they can, without the medicine, manage, it comes from there, so Il y a des parents qui donnent de la Ritaline à leurs gosses parce qu'ils ont des troubles de concentration ou ils sont un peu hyperactifs. Des fois, on est obligé. On est obligé pourquoi? Parce que on n'a pas le choix. Sinon, ça fait des échecs scolaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des échecs de leur vie. Moi, c'est beaucoup au niveau mental que j'ai travaillé, que je travaille toujours, parce que quand tu manques de confiance en toi, que tu le saches ou non, et ben, tu as des petites voix qui te radotent des choses qui te continuent à te rabaisser. Et si tu fais pas quelque chose par rapport à ça, et ben tu continues à souffrir. Enfin, tu es toujours dans ta souffrance. Enfin, tu crées ton propre monde, ton propre personnage qui souffre. Et moi, j'ai vraiment voulu sortir de là. Si on peut considérer que le manque de confiance c'est des barbelés, je peux vous dire que des barbelés, il y en a et pas qu'une rangée. J'apprenais des pages de droit, je suis capable d'apprendre des pages par cœur, 7, 8, 9 pages comme ça, puis après je vous les restitue, voilà. Les barbelés c'est peut-être ça, c'est que j'ai pas conscience de... Puis comme on me l'a jamais dit, ben voilà, j'aurais été seul, j'aurais vécu seul, le fait de pas avoir confiance en moi, ça aurait pas gêné. Mais cette absence de confiance, ça a un peu pourri la vie de ma femme, si vous voulez. Mais toujours est-il que c'est quand même beaucoup plus pratique quand vous avez des parents qui vous donnent confiance en vous. Mon père est mort en 1981, mon père il est mort à 65 ans. Ça n'a pas duré très longtemps. En fait, ces incarcérations forcées, 6 ans dans un camp, ça vous mine à vie. Et mon père, il est arrivé à 24 ans, il est ressorti à 30 ans, 35 ans plus tard, il est mort. Et mon père, il passait des moments entiers à regarder à la fenêtre, je me demandais ce qu'il regardait. Oui. Mais il ne s'est jamais remis de ça. Avant la guerre, c'était quelqu'un d'élégant, plutôt beau garçon.
Après la guerre, ça a beaucoup changé. Il ne s'habillait plus. Il mettait son béret d'ouvrier. Oui. Il vous reste quoi? Il vous reste des images de votre père qui regarde dans le vague? Ah oui. J'ai l'impression qu'il a fait. Je pense qu'il a fait abstraction de lui-même quelque part. C'est-à-dire que il s'occupait plus. Comment vous dire ça? Alors, j'ai des photos de lui dans l'orchestre où il a un pantalon blanc, ça aussi, un pantalon blanc, une veste bleue, un peu comme les orchestres de Ray Ventura, si vous avez entendu parler, ou dans un autre Glenn Miller, voilà, il était dans un orchestre comme ça. Il était dans un orchestre qui s'appelait l'orchestre Raymond Valli. Le fils de Raymond Valli, Guido Valli, qui était italien, lui, il avait une école de musique, et son fils a fait de la musique, mais lui, il a vécu la passion de son père, et il en a vécu, mais il m'a pas transmis. Mais en fait, je dirais que moi j'ai perçu ça comme ça, il n'avait pas d'ambition pour moi. Et avec le recul, je me dis, je peux pas imaginer qu'il m'ait pas, par exemple, enseigné le solfège, alors qu'il enseignait le solfège à des enfants de ses amis. Mon grand-père était artiste. Il était excellent violoncelliste. Le dimanche, il faisait ce qu'il appelait des apéritifs concerts. Mon grand-père était un excellent musicien, mon père était un excellent musicien. J'ai un excellent sens du rythme. Je n'ai jamais appris la musique. Je ne comprenais pas. Il a donné des cours de guitare basse. Vous connaissez plus le groupe Ange. Vous ne connaissez pas le groupe Ange? Bon, comment dire, un des bassistes grands qui s'appelle Jean-Michel Brézoard, mon père lui a donné des cours de basse. Et moi, il m'a jamais seulement expliqué. Il m'a mis dans les mains d'une prof de solfège. Quand ça n'allait pas, taper sur le piano, c'est pas bon. Donc j'appréciais pas du tout. Et j'ai arrêté, mais mon père n'a pas insisté là-dessus. Mon père avait un immense talent, avec un premier prix de conservatoire. Mon père est passé à côté de tout un tas de choses. Ses talents étaient reconnus dans la ville où on était, avec que des copains profs, musiciens. Il lisait beaucoup, il lisait des choses qui n'avaient rien à voir avec sa condition professionnelle, si vous voulez. Il y avait un décalage complet. J'ai conservé son vieux dictionnaire. Il passait son temps à compulser le dictionnaire. Il avait une aisance rédactionnelle, une aisance verbale. C'est un gâchis phénoménal. Il était ami avec le directeur de l'école de musique qui lui a dit « Mais écoute Pierre, qu'est-ce que tu fais ?» Donc quelque part, il s'est tiré une balle dans le pied, mais volontairement. Parce que mon père, en plus de ça, était un professionnel. Il était d'une méticulosité incroyable. Toutes les pièces qui étaient difficiles à faire, c'est lui qui les fabriquait. Il a formé des gens qui sont devenus contremaîtres, chefs d'atelier, directeurs d'atelier. Il a toujours refusé. Donc tout ce qui était ordre, tout ce qui représentait des galons. Ça m'a marqué quand on voyage. En général, les gens demandent à mon père est-ce qu'il est professeur parce qu'il parle comme un professeur. C'est marrant. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le business n'est pas monté si haut, même s'il savait faire, parce que dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, c'est un professeur même des fois. Voilà, il est un peu trop profond, tu vois. Donc, il n'était peut-être pas dans sa voix. Je pense aussi. Mais mon grand-père paternel, je sais qu'il était un petit peu dans le commerce et qu'il savait jouer de la lutte chinoise. C'est tout ce que je sais sur lui. Tu m'as dit, mais ils avaient peur parce qu'en fait, ils ne savaient pas à qui ils pouvaient faire confiance, ils se faisaient tuer par leur propre peur. En fait, ce que tu viens de dire là... C'est toi qui me l'as dit. Non, oui, je sais, mais dans un autre contexte, c'est juste moi. C'est ce que je travaille depuis des années. On aurait eu la possibilité d'habiter financièrement dans un appartement plus grand. Mon père ne gagnait pas extraordinairement bien sa vie, mais il gagnait bien sa vie. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans un F2 de 50 mètres carrés. On n'avait pas de douche. Quand je faisais ma toilette intime, c'était sur l'évier dans lequel on faisait la vaisselle. Cette espèce d'austérité qui s'était imposée, inconsciemment, il nous l'imposait. Et maman lui dit, je rêve d'un appartement avec un balcon. Mais quand bien même, en location, on aurait pu avoir un appartement F3. Il y avait même des petites maisons dans les cités Alstom où on aurait pu y aller, il n'a jamais voulu. Ça, c'est une des choses, mon père n'a pas accepté ni que je jeûne en Kippour. Il dit, j'ai jeûné pour toute ma famille, pour toute sa vie. Un an après avoir travaillé chez Pull, je gagnais plus que mon père. Moi, j'avais presque honte. En 72, mon père avait 51 ans. Moi, 20 ans passés, poum, première paie, ça devait être 2500 francs. C'est pas quelque chose qu'on assume si facilement que ça. Je ne veux pas m'engouffrer. Je ne peux pas arriver à m'engouffrer complètement. Il n'y a qu'une chose qui me tient à cœur et passionnément, c'est d'être au mouvement de la paix.
vous voulez dire vous engouffrer, c'est-à-dire vous engager dans quelque chose qui vous mènerait aux mêmes attitudes par rapport à une idéologie que celle que vos parents ont adoptée. Je suis quelqu'un de très sociable. Je suis très sociable, oui, on discute, mais je supporte pas les groupes. Le problème, et c'était aussi le cas de mon père, je refuse qu'on me colle une étiquette. Donc moi, les associations... Vous refusez de prendre... Oui, je veux pas être associé à quelque chose. Cela dit, mon père était différent de moi, parce que lui faisait partie il allait dans un orchestre, donc il est... Mais non, je ne veux pas dire que je me méfie de tout le monde, mais ce qu'on m'a dit à la fin, il me dit, écoute, ton problème, c'est que tu refuses d'adhérer à quelque chose, quoi. Être obligé de ne pas faire comme je veux. Un enfermement, carrément. Ah oui, oui. Je me rends compte que, comment dire, j'aime bien être maître de mon destin. Parce que dans le job chez Assystem, j'étais bien parce que personne ne me commandait. J'avais juste un patron qui me faisait confiance, puis je faisais ce que je voulais. Voilà. J'ai un point de commun avec mon père était un rebelle, quelque part. On n'arrive pas à me faire ce que je ne veux pas faire. Je pense que le fait qu'il n'ait pas voulu que je rentre dans la police et il n'ait pas voulu que je fasse l'armée, c'est pas parce qu'il était contre la police, parce qu'il aimait l'ordre, et c'est pas qu'il est contre l'armée, parce qu'il a conscience que pour se défendre, il faut quand même des militaires, mais c'est plutôt pour dire, écoute, ils m'ont fait du mal, donc n'y va pas. Ça rejoint ce que vous me disiez, c'est plutôt la protection, et n'y va pas, fais autre chose, quoi. Oui. Je ne supporte pas la hiérarchie. Ce qui était le cas de mon père. Il refusait qu'on le commande, et il refusait de commander. Et alors les enfants des gens qui n'ont pas parlé, Moi. est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a manqué dans le fait qu'ils ne parlent pas ou... Ah bah maintenant je recherche. Vous cherchez maintenant? Maintenant je recherche. J'ai découvert qui j'étais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui seulement j'essaye de chercher qui je suis. Il y a quand même... Parce qu'il m'a rien raconté. Et pour comprendre comment il en est sorti. Et au départ, est-ce que le fait d'avoir été comme ça en Allemagne, pas en enfant rebelle, certainement pas, je suis sûre que c'était pas ça, mais peut-être pour fuir un peu cette souffrance ou pour essayer d'aller la comprendre davantage, peut-être, parce que la souffrance de votre père, de toute façon, vous la preniez de plein fouet. Dans la mesure où il n'y avait pas de mots, vous la preniez, vous en étiez imprégné, et peut-être que simplement cette façon d'aller en Allemagne, c'était ça aussi, c'était comprendre le bourreau, quoi, finalement. Parce que comprendre le bourreau, c'est aussi le tuer. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a bien pigé quelle langue il parle, quelle stratégie il a, qu'on a bien analysé, on coupe en petits morceaux. Moi, j'ai travaillé avec eux 5 ans, et quand je les ai quittés, il y a un gars qui m'a dit, lui a considéré ça comme un compliment, moi pas vraiment, il m'a dit, monsieur Aidé, vous êtes pire que les Allemands. Au niveau parce qu'on l'intègre. Ce que vous dites, c'est pas faux. Je suis un peu, inconsciemment, je suis un peu, pas fasciné, mais par les bourreaux de mon père, vous voyez. Pas fasciné, mais j'essaie de... Parce que la fascination, c'est aussi la sidération, c'est quelque chose qui vous bloque quelque part. Et il y a quelque chose qui a probablement été bloqué, un peu gelé, si vous voulez, même si la vie continue. C'est comme le permafrost, ça se réchauffe avec le réchauffement climatique. Oui. Et il y a une béance là à combler, et on la comble par la compréhension. J'ai des grands blancs, c'est moi qui me suggère tout ce que ça pouvait représenter, parce que j'ai lu des tas de récits. J'ai entendu des tas de témoignages, j'ai rencontré des tas de gens qui ont vécu, qui sont morts depuis. Mais il y a un fil directeur qu'on garde. Il y a ce besoin d'aller rechercher dans la littérature ou dans les autres témoignages pour combler ce vide, ce blanc. Même encore maintenant, je regarde encore, vous savez, il y a des émissions, il y a des chaînes Histoire, moi je regarde, il y a des choses que je découvre encore maintenant. Vous avez besoin d'aller explorer ce que vous n'avez pas... Il y a eu une inhumanité, mais absolue. Plus le temps avance, et plus j'ai du mal à digérer. C'est terrible. Vous avez du mal à digérer. Ah oui, mais je ne digérerai jamais ça. Nos parents, ils ont tellement eu tellement de travail, de soucis à gagner la vie,
que Après, c'est un bon, rapatrié. ils n'ont pas eu le temps de parler. Il y a plein de documents faits par les gens de la deuxième génération. C'est la deuxième génération qui s'occupait de ça. Est-ce qu'il leur manque des choses pour qu'ils aillent rechercher comme ça? Les petits-enfants, les générations ont besoin de savoir. Moi, j'ai pas posé de questions à ma maman. Quand nous, on est arrivés en France, quand on est arrivé en France tout petit, on s'intéressait pas à tout ça. Nous, c'était de survivre. J'étais content d'être ici. Parce que nos enfants et petits-enfants, eux, ils ont besoin de savoir tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que les petits-enfants sont à la recherche. Parce que nous, on n'a même pas posé de questions. Les petits-enfants, il leur manque quand même une pièce, là, parce qu'il y a une parole qui ne s'est pas transmise et qui manque. Par exemple, j'ai mon neveu, il est en train, ma fille aussi, est en train de rechercher par rapport à mes grands-parents, etc. Qui ils étaient, comment ça se fait qu'ils étaient au Vietnam. Mais c'est comme un enfant qui a besoin de rechercher, par exemple, qui est son papa, qui est orphelin et qui ils sont... Comme s'ils étaient orphelins. Là, c'est marrant. Orphelin Orphelin d'une histoire. Il y a quelque chose qui... Il y a un vide, il y a quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, il y a sa famille à elle qui est là-bas, je crois, encore. Ils n'ont pas retrouvé tout le monde. Son neveu, il est en train de refaire toutes les recherches. No food waste. This complex of not wasting food, it goes with me till today. Yeah. I have difficulty with throwing food to the rubbish, you know. Yeah. I think about it. The one thing that I remember very strongly is the problem with food. If my mother gave me the plate, if I didn't finish the food, it would make her very, very angry. And then then a little bit came out. You know, we didn't have what to eat, and you are not finishing the. Mais en fait, il y a cette femme qui a combattu, qui a une vie plutôt riche, qui a été institutrice, qui a connu plein de gens, dont les parents ont une vie riche aussi. Et il y a cet énorme manque affectif et besoin d'affection qui est là. Et en fait, il y a les deux, quoi. Il y a une vie riche de tout, et de plein de choses intellectuelles. Et il y a toujours ce manque, ce vide. Mais ça fonçait. Enfin, ça fonçait. On a fait des dégâts quelque part. Parce que ma fille, par rapport à nous, elle avait peur de ne pas réussir. Je t'ai posé la question de savoir pourquoi tu avais fait de la psychogénéalogie en fait, et du côté de ton père, en quoi se traduisait ce manque. Et tu m'as répondu, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je pense que le problème de base que j'ai eu, c'était vraiment un mal-être que j'ai au fond de moi depuis des années et des années. Et ça pouvait se traduire comme dans des pics d'émotions, de colère qui venaient, qui repartaient. Je culpabilisais, ce qui n'était absolument pas les choses, parce que je n'étais pas moi, j'étais pas alignée par rapport à qui j'étais. Et moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je suis arrivée au bout de tout le travail que je pouvais faire par moi-même et que s'il y avait encore un blocage, ça venait pas de moi. C'était persécuté, ils ont changé de nom. Il y a quand même des séquelles. Encore quoi, par exemple? Jusqu'à quand on voit nos jeunes, de la façon qu'ils vivent, ils ont tendance à oublier leur vie. Ils se laissent aller. Moi, je trouve aussi que c'est une sorte d'esclavage qu'ils sont en train de prendre, mais ils ne souffrent pas cet esclavage-là à cause de quelqu'un, mais ils le font à cause ils l'ont en eux. Ils l'ont en eux-mêmes. Vous sentez que le peuple a encore des boulets. Des boulets, des peurs, des craintes, tout ça. Des traumatismes aussi. Ah oui, des traumatismes, il y a encore cela. Il y a encore un petit peu, beaucoup de choses à guérir. Ils ont tout perdu, ils ont perdu tout, leurs origines, on leur a tout enlevé là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcoolisme dans les réserves et qu'on surtout sur l'alcoolique. Les cousins, je parlais avec eux, ils ont pas téléphone, ils sont complètement obligés, ils sont tous alcooliques. Et ils tiennent le coup quand même? Ah oui, ils travaillent, il faut travailler sur les grands immeubles, il faut le travail terrible. Il y a beaucoup qui font rien, ils n'ont pas de circuit, ils sont dans des mobilhommes de 14-20 mètres de long, il y a des petites grandes cabanes,
des grands trucs, ils sont tous là-dedans. Ils sont tous, les soirs, ils sont carbonisés, ils sont bleus, déchirés. Ils voient que des trous. C'est toujours en colère quand on parle de ça. J'ai la haine. Est-ce que tu cherches quelque chose ou est-ce que c'est une colère qui te fait vivre? Je cherche sans trouver, je ne sais pas ce que je cherche en fait. Mais tu cherches quelque chose comme C'est pareil tous, c'est comme ça. Hein. Ils attendent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. On attend, il va y avoir quelque chose. Mais quoi, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi j'attends toujours, je sais qu'il va y avoir quelque chose. On est tous branchés sur le truc, on met des ondes et puis on attend quelque chose qui va arriver ou je ne sais pas. Ça a rapport avec l'histoire, c'est sûr. Tout par moment, ça me prend d'un seul coup et je m'en vais. Je accroche la roulette et je m'en vais. C'est pas un problème, mais on est obligé de partir. Au début, des fois, je me lève et je vais sur la route, je regarde là-bas, je regarde en l'air, je vais partout. Quand on parle de honte, c'est peut-être pas obligatoirement j'ai honte de moi. C'est plutôt ne pas se sentir à sa place nulle part. C'est ça, moi je suis pas à ma place. Même ici, je suis pas à ma place. Je suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas.